Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir le directeur des développements et opérations environnement de travail à la SNCF, Arnaud Alriquet. Arnaud, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se connaît bien, Arnaud, on reste au tutoiement. On reste au tutoiement, pas de problème. C'est parti. On ne va pas présenter la SNCF non plus. Je pense que non. Mais tu peux nous présenter rapidement peut-être le périmètre de ta fonction et puis les grands chiffres qui y sont associés. D'accord. Alors, donc, l'environnement de travail est raccroché à la direction SNCF Immobilier qui gère l'ensemble du patrimoine SNCF, donc, sauf les gares, qui sont restés chez Gares & Connex. Les gares sont à part. Les gares sont à part, tout simplement parce que c'est des établissements recevant le public, avec une législation particulière et un modèle économique particulier, puisqu'ils sont censés refacturer l'arrivée des trains dans les gares. Donc c'est très particulier. Donc nous, on est sur le reste du patrimoine qui représente presque 8 millions de mètres carrés, 25 000 bâtiments partout en France, sur lesquels on fait différentes choses. La maintenance du bâtiment, le clos, le couvert habituel, mais aussi sur certains bâtiments, et pas tous, et c'est pour ça qu'il y a le marqué développement, l'ensemble des services, que ce soit le pilotage des prestataires, de nettoyage, de gardiennage, d'accueil, la gestion des photocopieurs, la gestion des salles de réunion, voilà, tout l'ensemble des services qui permettent aux résidents de rester concentrés et focus sur leur travail. 8 millions de mètres carrés, ça représente quoi? C'est essentiellement des bureaux? Donc, alors, non, c'est pas que des bureaux. En fait, on a découpé en 4 natures de patrimoine. Donc, le patrimoine tertiaire, où c'est des bureaux avec, on va dire, des occupants à travail administratif. Le patrimoine industriel, donc tout ce qui est les technicentres industriels, où on refait complètement les TGV, ou les ateliers de maintenance, que ce soit pour les TGV, les TER ou les intercités, et également tout ce qui est le patrimoine ferroviaire, donc tout le patrimoine qui est le long des voies et qui permet de faire la maintenance du réseau, aussi bien pour le ballast, le rail, les caténaires, la signalisation, etc. Donc quand même pas mal de bâtiments techniques. Beaucoup de bâtiments techniques, oui, tout à fait. Et un dernier petit patrimoine, le patrimoine social, qui est particulier à la SNCF, c'est ce qu'on appelle les installations socialement transférées, dont la SNCF est propriétaire, mais qui sont confiés aux partenaires sociaux, au CE, puisque c'est les centres de colonies, les centres aérés, les centres de vacances, etc., pour les enfants ou même pour les cheminots. En parlant d'occupation, type d'occupation, c'est tout en propriété ou ça peut être... non, on fait des prises à bail, surtout sur la place parisienne et sur les grandes agglomérations de régions, mais on fait également de la prise à bail. D'accord. Alors, on va entrer dans le vif du sujet parce que, eh bien, évidemment, si l'émission s'intitule Parcours, c'est pour découvrir la diversité des profils et des carrières qui mènent aux professions de l'immobilier et de l'environnement de travail, on va dire au sens large. Comment est-ce que toi, tu es devenu directeur des développements et opérations, donc environnement de travail à la SNCF? Est-ce que tu peux nous présenter rapidement mon parcours? Bon, alors j'ai fait un bac scientifique et j'ai fait des classes prépa parce que je voulais être pilote de ligne. C'est pas fait, des 3A. Donc j'ai viré dans le commerce en faisant l'Institut supérieur de gestion. Et je suis rentré à l'issue de mon école au sein de la filiale hôtelière du groupe Bouygues comme contrôleur de gestion. D'accord. D'abord donc dans l'équipe commerciale, puis j'ai eu la chance que Latitude signe la reprise en mandat de gestion d'un hôtel à Ibiza, au Baléares, où je suis parti faire mon service militaire. Pas mal. Les marches de nuit de retour de discothèque ont été difficiles. Je comprends. Mais bon, c'est le bon âge pour avoir cette expérience. C'est le moment ou jamais, tout à fait. Donc j'y ai fait 2 ans et ensuite je suis revenu au siège mettre en place la centrale d'achat pour la chaîne hôtelière et prendre la direction d'un groupe de restauration qu'on venait de racheter sur Paris. D'accord. À l'issue de ça, j'avais notamment la concession des restaurants du Racing Club de France au Bois de Boulogne. Bien aussi. J'y ai rencontré au cours de début d'année, Jérôme Sédou, le président des cinémas Pathé, qui m'a fait une proposition pour venir dans son entreprise pour mettre en place la confiserie. Donc, ce qui aujourd'hui, les stands de confiserie avec le coca, le popcorn, les glaces, etc. Ce qui est aujourd'hui la norme dans tous les multiplex, etc. Je fais partie des 3, parce qu'il y avait mon homologue chez Gaumont et mon homologue chez UGC, à mettre ça en place, en effet, donc pour enlever le côté vente à la panière. Ça s'est substitué au fameux passage en salle. Tout à fait. Donc, et c'est quand même ça qui assure une partie du résultat des cinémas. C'est vrai.
Et ensuite? Alors ensuite, après le cinéma, je suis enfin arrivé dans le FM, on va dire, puisque j'ai intégré le groupe ISS au département hôtellerie, donc pour gérer les différentes agences qui faisaient du nettoyage d'hôtels. D'accord. Donc quand même un parcours plutôt par l'hôtellerie. Hein. Par l'hôtellerie, puisque c'était en effet le démarrage, et c'est comme ça que j'étais en effet coopté chez ISS. C'était au moment de la fusion entre ISS et Abilis. Donc il fallait renégocier, puisque chacun avait des contrats avec Accor, par exemple, ou avec le groupe Envergure, remettre en place, remettre une structure, avec une différence particulière dans ce métier-là, toutes les chambres doivent être faites tous les jours. On ne peut pas se permettre d'un loupé, donc on ne peut pas se permettre d'avoir une femme de chambre qui ne vienne pas. Donc mettre une organisation qui dit quand il y a quelqu'un qui ne vient pas, on prend en place, parce que la chambre doit être livrée à l'hôtelier pour qu'il puisse la relouer le soir même. Compris. Voilà, donc un petit peu particulier, on est vraiment dans une obligation de résultat. Ensuite, j'ai continué à suivre, puisque mon patron d'époque était Gilbert Blaise, qui était le président de l'ARSEG à un moment. Absolument. Je l'ai suivi ensuite chez Samsic, enfin d'abord chez Carrare et Webeco, donc à la direction régionale Île-de-France, où on a racheté une entreprise. Et ensuite, donc chez Samsic Sécurité, où on a créé le pôle en rachetant 4 entreprises, pour Agenor, Novapay, etc., qu'on a fusionné pour créer ce qui est devenu Samsic Sécurité aujourd'hui. D'accord, ok. Donc aussi un passage quand même par la propreté, puis petit à petit propreté, gardiennage, voilà. Et on arrive enfin à une filiale de chez SNCF, EFIA Service, qui s'occupait de tout ce qui est les services en gare, donc les gilets rouges, l'accompagnement des PMR, donc les gens en fauteuil dans les trains, l'accompagnement des groupes, quand ils ont beaucoup de bagages à mettre dans les soutes, la gestion des objets trouvés, la gestion des consignes, etc. Voilà. Et là, après, arriver à la SNCF pour créer la direction des services généraux, donc en reprenant les différentes équipes qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient ça. Donc, à la fois les équipes qui faisaient la logistique dans les différents bâtiments de direction régionale, les équipes des centres d'édition, qui, elles, dépendaient plutôt de la direction des gares, qui était le plus gros consommateur, et les équipes de courrier interne, puisqu'on avait à l'époque encore une poste interne, avec des centres de tri, et les acheminements qu'il fallait faire entre les différentes régions et les différents bâtiments SNCF. Donc, mise en place à la fois d'un réseau d'agences, un peu comme dans le nettoyage ou le gardiennage, mise en place d'un modèle de gestion, puisqu'on tenait absolument à être non pas un centre de coûts, comme beaucoup on est dans les services généraux ou l'environnement de travail, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a une crise, on vient nous serrer le kiki pour les dépenses. On s'est battu pour mettre en place, en effet, un centre de profit nul. C'est une des particularités, je pense, on est très peu à le faire dans le métier. On refacture nos prestations à nos clients internes. Voilà. Et si on était amené à faire du résultat positif, on le redistribue en fin d'année au prorata de la facturation, ce qui permet de nous d'avoir un résultat à zéro. Ça a des vertus, cette refacturation en interne, parce que c'est pas dans toutes les entreprises qu'on prend ce pli-là. Donc j'aime toujours me demander qu'est-ce que ça apporte réellement. Alors, ça a apporté, d'abord, la première réaction, c'est qu'on est un centre de coûts quand il y a une période de crise, style de Covid, on ne vient pas nous serrer le kiki tout de suite, puisque moi je dis, attendez, je ne peux pas faire des économies sans demander à mes clients. Donc déjà, j'ai un petit sas d'adaptation qui permet de ne pas être mis sous pression immédiate. Après, c'est un inconvénient, alors à la SNCF, c'était d'expliquer à des équipes qui avaient plutôt d'avoir les clients grands voyageurs, enfin le grand public, de dire, maintenant vous avez des clients internes et il faut avoir une approche commerciale. Donc ça, on leur a appris. Et aussi, du coup, une approche de gestion. Expliquer un compte d'exploitation. Donc c'est des choses qui n'étaient pas forcément, dans ces métiers-là, ne sont pas forcément mis en œuvre. Donc oui, ça permet de donner une dimension managériale complètement différente au cadre, et donc en effet de faire progresser les équipes, et donc forcément la qualité s'améliore, la réputation s'améliore, et on nous donne de plus en plus de choses à faire, puisque au démarrage, on avait une 40aine de bâtiments en France, et fin 2020, on était à 200. Juste sur les plus gros bâtiments tertiaires de la maison, donc tous les bâtiments de plus de 10 000 m². Et on desservait 40 000 résidents, donc c'est à peu près un quart des cheminots de France.
juste sur du tertiaire. Ça vous a permis de vous positionner comme expert, quoi. Hein. Tout à fait, avec une vraie expertise, avec une organisation de services support, etc., mais une vraie expertise et reconnue par tout le monde. Donc ça, c'est important. Alors, on va revenir d'ailleurs sur le périmètre, mais avant ça, un mot sur l'organisation interne de ta direction. À qui elle est rattachée? Comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, elle est rattachée à un directeur de l'environnement de travail, voilà, qui est membre du CODIR de SNCF Immobilier. D'accord. Voilà. En termes d'organisation, il y a des territoires, donc 6 territoires en région et 1 en Île-de-France, avec chacun entre 3 et 4 agences de proximité qui correspondent aux anciens découpages régionaux de la SNCF. D'accord. Okay. Voilà. Et chaque agence gère des responsables de site et gère ses commandes, etc. Et c'est son analyse de reporting. Au national, il y a des équipes d'experts, sûreté, sécurité, prévention, nettoyage, etc., pour vérifier la méthode, la qualité, etc. Il y a un pôle contrat, la SNCF est soumise au Code des marchés publics, donc préparer les cahiers des charges, gérer les appels d'offres, etc. Donc voilà, donc les équipes participent aux appels d'offres sur le côté technique et la partie financière est laissée à la direction des achats. Et puis un pôle forcément performance finance qui assure la facturation et analyse nos comptes tous les mois. Compris. Un petit mot sur le type d'organisation que vous avez adopté en exploitation. On a l'habitude de dire, certains ont opté pour du facility management global, un contrat global pour tout. Certains font le choix plutôt du multitechnique, multiservice. D'autres restent en lots séparés pour leurs prestations. Vous êtes organisé comment? À ce jour, on est sur un contrat multitech, où il y a eu forcément plusieurs lots et plusieurs attributeurs. Donc on a plusieurs prestataires qui interviennent sur nos patrimoines et aujourd'hui par nature de patrimoine. C'est-à-dire qu'ils viennent sur le patrimoine tertiaire, social ou industriel ou ferroviaire. Ce qui va changer à l'avenir, puisqu'on se rend compte que par exemple sur une même ville, il peut y avoir d'un côté de la rue un patrimoine tertiaire, un patrimoine industriel, et on paye le déplacement des 2 techniciens. Donc demain, les cahiers des charges étant faits, on pourra dire sur tel bassin géographique, il y a tant de bâtiments industriels, voilà le cahier des charges que vous allez appliquer, tant de bâtiments tertiaires, voilà ce que vous allez appliquer. Là, on devrait refaire une petite économie. Ça, c'est pour la partie multitech. Au niveau service, on est encore en lots séparés, nettoyage, gardiennage, etc. On a, avec l'aide de la direction des achats, mutualisé et massifié au niveau des régions. On n'est pas du tout passé au full FM. C'est un des projets pour l'avenir. Et peut-être à terme le Global FM fusionner le multiservice et le multi-technique, mais c'est du travail de longue haleine. Et dans cette perspective, c'est pour ça qu'on a été raccroché à la direction de l'immobilier et qu'une forte confiance a été faite à l'environnement de travail, puisque aujourd'hui, ces contrats de service, à part sur le bâtiment tertiaire que nous gérions précédemment, sont gérés pour chacune des activités et des établissements. Donc ce qui nous est demandé sur les 5 ans à venir, c'est de reprendre la gestion de tous ces contrats de service pour ensuite pouvoir, en effet, peut-être passer au full FM. Ah, d'accord. Okay. Donc, voilà. Gros sujet. Gros sujet, oui, puisque c'est grosso modo 1 milliard d'euros de dépenses pour la SNCF, avec une recherche d'économie à terme. On est tout de suite sur des dimensions. Il y a tout de suite 2 zéros de plus à la SNCF, donc c'est juste l'ordre de grandeur. C'est ça. Alors avant de revenir sur les enjeux, et justement aller un peu plus loin dans les projets, les sujets actuels, j'ai pris l'habitude de vous interroger dans cette émission sur vos motivations. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la fonction que tu occupes aujourd'hui? D'abord, le terrain de jeu. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui est capable de proposer ça. On pourrait dire c'est limité qu'à la France, mais je pense que c'est déjà pas mal. Il n'y a rien à l'international. Donc là, par contre, j'ai un peu perdu en termes de langue. Anglais, allemand, c'est espagnol, c'est un peu perdu, forcément. Il n'y a pas du tout d'international. Ceux qui sont à l'international, c'est des 2 grosses filiales que sont Keolis et Géolis. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne preste pas du tout pour eux. Un jour peut-être, mais ils sont déjà organisés, etc. On n'aurait pas de valeur ajoutée là, immédiatement à faire ça chez eux. Donc le terrain de jeu, c'est phénoménal. Avec en plus une notion, comme souvent dans les services généraux ou l'environnement de travail, de régulation sociale. Mais c'est l'avantage, c'est que nous, on ne les met pas dans nos métiers FM, on a créé d'autres prestations, on va dire complètement différentes, qui ne sont pas liées à l'immobilier ou au patrimoine. Je vais donner quelques exemples. On fait du transport de personnel pour les contrôleurs ou les conducteurs de train, pour les emmener de la gare au dépôt, à leur résidence pour la nuit. Voilà.
On fait de la gestion des locaux de coupure, donc l'endroit où ils sont en pause pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures, où là il faut l'avitaillement, sel, poivre, le fauteuil, enfin voilà, faire attention. Là, on touche vraiment à la QVT, à la qualité de vie au travail de ces équipes-là. On fait aussi de la location de véhicules dans la logique de mutualiser le parc auto, donc, qu'on nous les a confiés. Et je dis bien location, parce qu'on est toujours dans une logique de facturation. Location interne. Interne, toujours entre nous. Hein, je ne fais pas au grand public. Non, on facture toujours en interne. Et j'ai en parallèle aussi donc, la prestation courrier national qui reste. Et ça, c'est pas lié à l'immobilier. Et aussi les 21 centres d'édition de la maison. 21 centres d'édition encore. Encore, et qui restent en interne, parce que c'est, entre guillemets, c'est de l'argent qui ne sort pas dehors, donc c'est mieux pour la trésorerie du groupe. Donc en effet, on a différentes machines pour faire du petit format, du grand format, petit couleur, noir et blanc, des kakémonos, des stickers, enfin, beaucoup de signalisation des gares ou pour la crise sanitaire, voilà, on fait dans les centres de repro internes. Voilà, qui facture au jour. En édition et en repro, vous devez être plus gros que certains prestataires. Oui, alors, j'ai eu le malheur de dire une fois qu'on ne facturait que 15 millions d'euros, en effet, mais voilà, c'est déjà beaucoup. C'est un beau budget. Oui. Tout à fait. Voilà. Okay. Avec eux, donc un modèle économique différent, autant le reste on facture un peu au forfait, autant là, c'est vraiment le modèle du privé. Ils doivent équilibrer leurs comptes en fin d'année. Voilà. Donc cette dimension de service à la personne, finalement, au collaborateur, ça te plaît aussi? Ça me plaît énormément. Ouais. Et en plus, c'est quelque chose qui est, contrairement à d'autres métiers que j'ai pu faire, c'est chevillé au corps du cheminot. Ouais, j'ai jamais eu besoin de faire des piqûres de rappel sur la notion de service, la qualité de service. Alors, il y a des loupés. Normal, on gère des hommes. Mais c'est chevillé au corps des équipes et il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. C'est la culture interne. Culture interne, tout à fait. L'importance de la culture interne. Dans la même veine, donc j'aime bien aussi vous demander les compétences clés que vous avez identifiées, en tout cas celles, toi, tu penses sont les plus importantes pour exercer la fonction. Alors moi je dirais qu'il y en a 3, mais c'est peut-être parce que je viens du privé, hein. Ça n'a rien à voir avec la SNCF. C'est du management, du commercial, savoir faire une approche commerciale et la gestion. Ouais. Et je sais qu'on est bon en commercial à partir du moment où on maîtrise ses budgets, on maîtrise ses dépenses, et donc l'argumentation financière, il y a plus de vrais sujets au niveau du commerce. Ah oui, alors on voit dans ta réponse aussi l'orientation dont tu parles tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes des prestataires internes finalement dans l'entreprise. Complètement, on est complètement des prestataires internes. Cet aspect de communication, de commercial. Tout à fait. On est une sorte de petite. J'ai toujours considéré mes chefs d'agence comme patrons de leur petite PME locale. Donc ça leur va bien. Hein. Ils sont autonomes, pas indépendants. Hein. C'est bien la différence. Hein. C'est pas leur PME. C'est une PME au sein d'un groupe. Voilà. Mais du coup, en effet, ça donne une approche complètement différente. Et ils apprécient cette autonomie. Hein. Souvent, quand même, la SNCF, c'est très sécurisé, des procédures, les marges de manœuvre sont faibles, on applique. Là, ils ont un peu de champ libre pour faire un peu ce qu'ils veulent. D'accord, ok. Compris. Allez, on va s'intéresser aux enjeux actuels en matière de stratégie immobilière et d'environnement de travail. Quels sont les enjeux, quels sont les projets ou les sujets sur lesquels vous réfléchissez? Alors, on a compris qu'il y avait un sujet FM, hein, ça c'est bon. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a un autre sujet... Suite au constat de la crise sanitaire où on a signé énormément d'avenants télétravail, hein, on est passé de plus de 4 000 avant la crise à 45 000. Avec des formules de 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine ou par mois. Ah oui. Donc forcément, ça a vidé essentiellement les bâtiments tertiaires. Je vous rassure, hein, les conducteurs de train sont toujours là, ils ne sont pas en télétravail. Il y a des métiers où ce n'est pas possible. Mais donc forcément, les occupants dans nos immeubles, essentiellement tertiaires, se sont vidés. Et en effet, les taux d'occupation aujourd'hui ont fortement chuté. Au mieux du mieux, on arrive le mardi et le jeudi à des 40 ou 50%. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus faible que... on avait l'habitude de dire que les bureaux étaient vides à 50-60% en vérité, hein, déjà en temps normal. Et là, vous êtes en dessous. Le lundi et le vendredi, il n'y a vraiment personne. Hein. On va se dire les choses quand même. Et le mercredi, c'était souvent la journée des enfants. Donc ça explique. Donc du coup, au niveau de l'immobilier, est amené une réflexion. Donc on souhaite passer en flex office. Donc on est les premiers, on vient d'y passer là. L'équipe, toute la direction immobilière est passée en flex office.
Donc flex office, c'est quel type de flex office? Parce que voilà, on entend toutes les formes. C'est le fameux, celui dont on ne doit pas dire le nom. Hein. C'est pas Lord Voldemort, mais c'est le flex office. Bon, le flex office, c'est quoi? Ok, on n'a plus de bureau attitré, on partage, mais du coup, vous avez d'autres types d'aménagements autour. On est d'accord? Tout à fait. Alors on est sur un ratio de 60, donc 60 postes de travail pour 100 agents. Ouais. Mais par contre, on démultiplie les salles de réunion de toute taille, que ce soit du petit box de 2. Ou voire même la cabine téléphonique isolée, jusqu'aux salles de réunion, jusqu'à 15 personnes. Okay. De manière à ce qu'en effet, on part du principe que si les gens viennent au travail, ce n'est pas pour rester collés à leur poste de travail, parce que ça, ils peuvent le faire chez eux, dorénavant, mais c'est pour retrouver un collectif, retrouver du sens, et aux managers de redonner du sens à leurs équipes. D'accord. Est-ce qu'on gagne beaucoup en surface à l'arrivée? On est en train de faire l'expérimentation, on est en train de voir. Ah oui, vous êtes les premiers. On est les premiers. Oui, alors l'ambition, c'est quand même de pouvoir rendre des prises à bail externes, de vider 1 ou 2 immeubles sur Paris. Donc oui, c'est quand même assez important en termes d'économie. C'est sûr que tout de suite, vous, sur la dimension de votre périmètre, ça peut parce qu'on économise sur le loyer, mais aussi du coup sur les services. Il ne faut pas l'oublier, ça va de pair, et les aménagements, les photocopieurs, etc. Donc oui, c'est complètement différent. Donc un enjeu de réaménagement et d'évolution, parce que j'imagine que si vous êtes les premiers à être passés, il faut aussi s'habituer à ces nouveaux modes de travail, il faut accompagner. Accompagner le changement, communiquer énormément, mettre en place tout simplement des casiers vestiaires. Avec une contrainte, aujourd'hui, c'est plus le petit casier, c'est un casier où on peut mettre à la fois son casque moto, mais aussi son clavier et sa souris. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça évite de devoir le désinfecter tous les soirs. Oui. Chacun a son clavier, sa souris. Et du coup, le plan de travail est complètement vide, et là, c'est vraiment la demande en termes de gestion du collectif, et ça facilite les opérations de nettoyage et de désinfection un peu sensibles en ce moment. Des retours à ce stade des managers, qui sont souvent ceux qui sont en première ligne, justement, pour aussi accompagner les collaborateurs, faire évoluer justement cette culture managériale, ces nouvelles façons de travailler? Alors, la vraie révolution des managers, ça a été la crise sanitaire. Pour nous, c'était ah oui, l'équipe peut continuer de travailler même à distance. On n'a plus besoin d'avoir tout le monde à côté de soi, ça arrive. Alors ceux qui sont feignants sont toujours feignants, comme dans toute entreprise, c'est partout pareil. Voilà. Mais ça a changé l'état d'esprit des managers, et du coup, en effet, ils ne sont plus dans on va dire, peut-être pas encore quelques cas, mais dans le contrôle quotidien de ce qui est fait, mais plutôt dans une animation d'équipe, donner du sens, retrouver le collectif, etc., et donner du sens à tout le monde pour travailler. Et manager par les objectifs. Merci Arnaud. Alors pour rester dans ce partage d'informations et d'expériences, j'aime bien aussi vous demander de partager, je ne sais pas, une innovation, un projet, un sujet, une idée qui vous a marqué récemment. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué récemment? Alors, hormis la gestion des déménagements, parce que là on part sur un mouvement de 5000 déplacements de poste, et c'est juste sur une zone de Campus Saint-Denis, c'est justement l'accompagnement de ce changement et les aménagements qu'il faut faire. Parce que là, tout le monde a plein d'idées, n'a aucune notion des coûts, il faut un peu raison garder. Donc c'est ce travail-là d'explication. C'est pas que de la com, c'est vraiment pédagogique, de dire on peut pas tout faire, et c'est pas qu'une question financière. On peut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous demande? Qu'est-ce qui vous est demandé, par exemple? On va de la création de salles zen, pour pouvoir... Voilà. Par exemple. De nouveaux espaces. De nouveaux espaces, aménagés différemment, etc. Donc, ce qui, sur le papier, peut paraître bien, mais dans la vraie vie, quand on en a fait, on se rend compte que la fréquentation est très faible. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le vrai changement, le vrai accompagnement. Et puis, toujours, la fin de cette crise sanitaire, où ça a quand même permis de mettre toutes les équipes de l'environnement de travail, les faire sortir de l'ombre. On est comme des métiers de l'ombre. Quand tout va bien... On nous oublie, quand tout va mal, on nous retrouve très vite. Là, forcément, on a été longtemps sous pression et attendu partout, quoi. Donc, que ça soit sur la désinfection, que ça soit sur la communication. Je vais vous donner un exemple. Au démarrage, quand on faisait les ascenseurs pour limiter 4 personnes, on avait fait des petites croix. Nous, on disait, la petite croix, on n'y va pas. Mais je voyais les gens, ils ne savaient pas s'ils devaient se mettre sur la croix ou être à côté. Voilà. Comme quoi, même nous, de temps en temps, il faut faire attention à notre communication. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment le gros changement, c'est être sorti de l'ombre, avoir été mis en pleine lumière et communiquer sur notre savoir-faire. Donc, continuer à communiquer de cette manière-là, tout à fait. C'est important. On réfléchit à peut-être mettre une
lettre d'information de ce que l'on fait, alors soit agence par agence, soit au national, de manière à ce que, en effet, nos bénéficiaires de services soient au courant de ce qu'on peut faire. Très bien, parfait. Dernière question, je l'appelle ma question concept car, comme ces prototypes de voitures futuristes qu'on voit sur les salons et qui souvent ne roulent jamais, mais qui inspirent toujours. Voilà. Alors, comment est-ce que toi, par exemple, tu verrais les bureaux d'ici une dizaine d'années? Est-ce que tu les vois très différents? Si oui, sur quels aspects? En fait, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on reste soit propriétaire, soit en prise à bail externe classique, ou est-ce qu'on fait confiance à des corpo workers qui gèrent le bâtiment, qui gèrent l'ensemble des services, et on paye juste à l'usage. Parce que ça, par contre, je ne pourrais pas le faire. Trop difficile à gérer, trop difficile à faire en interne. La vraie question, elle est là. Est-ce que, au vu du nombre de gens qui vont passer en télétravail, de flex office, de bâtiments qui vont se vider, est-ce que c'est peut-être pas là la nouvelle offre qui permettra de répondre à la fois aux problématiques immobilières et à la fois aux problématiques d'environnement de travail? Ça veut dire qu'on se désengage complètement et qu'il n'y a quasiment plus d'environnement de travail. On va se dire les choses. En tout cas, il est ailleurs. Il est ailleurs, chez les opérateurs, voilà, du bureau opéré. tout à fait. Parce que c'est plus du coworking, c'est du bureau opéré. C'est ça, tout à fait. Pour le compte d'eux, tout à fait. Alors, à SNCF, il y a quand même un sujet, c'est qu'on doit absolument garder notre réseau interne. On ne peut pas passer sur du Wi-Fi n'importe comment. Puisqu'il y a à peu près 1500 attaques de hackers par jour sur les réseaux SNCF. Simplement parce qu'il y a les bornes libre-service, il y a de l'argent qui passe, etc. C'est des moyens de paiement. Donc voilà. Donc oui, on a une direction informatique très à cran sur le sujet et c'est normal. Donc en effet, c'est peut-être ça qui pourrait être qui pourrait être le frein. Oui, puis ça touche aussi à la circulation des trains parce qu'on arrive à lancer des TGV à 3-4 minutes les uns derrière les autres à 300 à l'heure. Dès qu'il y a un pépin, on est aussi capable de gérer, changer la circulation, etc. Donc ça, ces équipes on préfère que ça soit bien sécurisé. Oui. Je pense qu'on préfère tous que ça soit bien sécurisé. C'est clair. Ok, eh bien merci beaucoup. Merci Lionel. Arnaud, pour cet échange et ce partage d'expérience et de réflexion sur la fonction immobilier et environnement de travail. Donc je rappelle, tu es directeur des développements et opérations environnement de travail à la SNCF. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci Lionel. À bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. Au revoir.